Ekolo tobiti la katono yo, soki solo pona Congo. Ngonga kusala kimya yango yo, boko yo Congo. Ekolo tobiti la katono yo, soki solo pona Congo. Ngonga kusala kimya yango yo. 1960, indépendance. 40 ans après, le Congo reste une référence. Aujourd'hui, le thème de la journée de réflexion, c'est les mouvements civiques nationaux contre la guerre de 20 ans en RD Congo, de 1992 à 2012, et contre le projet de la guerre de 30 ans à venir en vue du triomphe de la banganisation de la RDC. Des études prospectives. Donc, cette journée de réflexion est organisée par Crèche, qui est dirigé par le professeur Milala, et le groupe de presse Le Potentiel à Radio 7, qui est dirigé par celui qui vous parle. Donc, il y aura 4 intervenants. Le premier, c'est le chef des travaux, je pense que c'est ça. Un chercheur et étudiant en 3e cycle en philosophie. Il s'appelle Tamis Ngwesh. Il va tabler sur la guerre révolutionnaire. Le deuxième, c'est le professeur Kamate Bouhiro. Lui va aborder le civisme journalistique contre la balkanisation. En tant que spécialiste, il va nous montrer si notre presse audiovisuelle et presse écrite sont à la hauteur des enjeux. Le troisième, c'est le professeur Famba, que vous connaissez très bien. Et bien que de temps en temps, il n'est pas d'accord avec nous, mais comme nous sommes dans un débat intellectuel, nous devons savoir nous supporter mutuellement. Personne n'a le monopole de la vérité. Lui va parler de la guerre juste, un conflit armé entre États dans la sous-région des Grands Lacs. Et surtout que le prof Famba, peu de temps à l'est du pays. Après, nous aurons le professeur Milala, que vous connaissez bien, le responsable de crèche. Le prof va nous parler de la naissance du mouvement civique congolais, je n'ai pas voulu africain, il faut très bien préciser, congolais, et la théorie générale de la guerre. La fois dernière, il a essayé d'en parler, mais cette fois-ci, il va aller en profondeur. Mais au-delà de ces 4 intervenants, il y aura monsieur, d'ailleurs, le pasteur Rombo, de quelle église, pasteur La Voix Restaurée, qui sera à côté de nous, parce que vous vous rappelez, et la fois dernière, j'ai interviewé le professeur Abemba. La fois dernière, quand on a fait la conférence de Sciences Po, il avait dit qu'il y avait quelque chose qui s'est caché quelque part. Je suis parti l'interviewer, il a parlé, je pense que le pasteur va très bien nous expliquer. Il a parlé de Ésaïe 18. J'ai essayé un peu de lire ce matin pour comprendre c'est quoi. Donc, nous occupons à écrire. Vous allez voir cette dimension spirituelle. Et il y aura aussi les professeurs, les chefs de travaux, Tchabela. Lui, il va tabler sur le lancement d'une pétition nationale à la résistance. Avant de commencer, ça, je suis mal placé, c'est faire un petit mot au nom du groupe Les Potentiels pour vous dire que ce que nous faisons ici, peut-être beaucoup de gens pensent que ça n'a pas d'avenir. Les gens s'interrogent, il y a ceux qui pensent que nous cherchons des postes politiques. Il y a aussi ceux qui pensent qu'on donne de l'argent parce qu'on pose certaines questions au professeur, mais vous mangez seul. Je pense qu'à un moment de l'histoire, il faudrait, si vous lisez l'histoire d'autres civilisations, il y a toujours un mouvement qui est né, qui fait à ce que ces mouvements prennent en main les aspirations du peuple, de son peuple. Vous lirez d'ailleurs notre histoire à nous-mêmes. En 1955, il y a la conscience africaine. Donc c'était des étudiants, des abbés qui ont fait le mouvement. Je pense que ce que nous faisons, nous alignons dans cette manière de travailler des Congolais pendant des moments difficiles.
Parce qu'aujourd'hui, quand on voit notre pays qui est agressé et surtout qu'on veut couper, et je l'ai toujours répété en disant que nos parents n'étaient pas à l'école, des Blancs. Nous, on a eu la chance d'abord d'apprendre le français. On lit leurs propres livres. Je vois très mal, après 5 siècles de domination, que les arrière-petits-fils de ces gens viennent encore nous imposer. Et si nous tombons dans cette domination, ça prouve qu'on n'a pas été à l'école des Blancs. Parce qu'à l'école des Blancs, on apprend comment il faut vaincre sans tuer. Donc il faut la ruse et autre chose. Mais quand les mêmes personnes, les petits-enfants, viennent encore nous imposer, j'espère que beaucoup de professeurs doivent s'interroger si réellement ils ont eu des thèses de doctorat. Si je prends cette parole en tant que responsable du groupe de presse de Potentiel, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas vous décourager. Il y a un début, nous pouvons passer, ceux qui viendront après nous vont continuer. Donc il faut placer ce mouvement dans le temps. Parce que les autres, ils pensent qu'on va jouer sur le temps jusqu'à ce qu'on est fatigué. Le lendemain, on impose la balkanisation du Congo et la balkanisation de l'Afrique. Ça a déjà commencé avec le Sud-Soudan. Vous voyez ce qui se passe au Mali, ce n'est pas un fait du hasard. Chez Kadhafi, ils ont tenté, c'est difficile. En Côte d'Ivoire, heureusement que les Ivoiriens n'ont pas voulu s'entretuer. Donc, ces gens, ces capitalistes, prédateurs, veulent encore nous imposer pour nous exploiter. Je vous dis, il ne faut pas perdre l'espoir. Pourquoi? Il y a un article que j'ai publié au Potentiel, je pense il y a une semaine, publié par un professeur congolais qui s'appelle Rémi Kachungu. Il est professeur au Canada, dans un collège. L'article est intitulé « Les variables oubliées et la balkanisation ». Mais ce qui est intéressant dans cet article, c'est d'abord, il démontre que c'est un échec, ça ne va pas réussir, mais il a essayé d'argumenter en disant le 28 novembre de l'année passée, quand il y a eu l'élection, beaucoup de Congolais ont manifesté à travers le monde, sans couleur politique. Et ce qu'on a brandi, c'est le drapeau congolais, partout même devant les bureaux d'Obama. C'est significatif. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont couper notre pays se trompent. Ça serait qu'une parenthèse d'histoire. Deuxième élément que je voudrais avancer pour vous dire qu'il ne faut pas vous décourager, c'est la démocratisation de l'information. On avait trompé nos parents parce qu'ils n'étaient pas informés. Aujourd'hui, avec Internet, nous sommes au courant de tout. Donc, c'est difficile que ces gens qui peuvent avoir l'information viennent encore chez nous pour nous tromper. Et vous savez, dans l'histoire du monde occidental, il y avait l'Église qui trônait, qui disait qu'il y avait toute la vérité. Et le jour où on a inventé l'imprimerie, le pouvoir de l'Église s'est effondré. C'est comme aujourd'hui, c'était le monde occidental qui maîtrisait toute l'information, qui contrôlait l'information. Mais avec la démocratisation de l'information, je pense que l'Occident, l'oligarchie occidentale n'a plus le pouvoir qu'il avait il y a 50 ans. Un troisième élément que je voudrais encore ajouter, c'est celui de Morel. Je pense que j'en ai parlé la fois dernière avec le prof Fouamba. Morel, c'est un journaliste, un Français, parce qu'il a appris, donc c'était un journaliste britannique mais qui parlait français, qui est venu chez nous. Malheureusement, c'est notre histoire qu'on connaît mal. Cet homme, seul contre tous, Léopold II avait beaucoup d'argent, avait le lobby à travers le monde, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais cet homme a tenu pendant 10 ans. Il a fait le tour du monde. Il a publié, il a fait des ouvrages. Même un journal, Léopold II a fait tomber, pardon, Morel a fait tomber Léopold II. C'est pour vous dire, il ne faut pas vous décourager. Je voudrais aussi ajouter notre élément, le quatrième, c'est l'Occident qui est en perte de vitesse. Nous sommes pendant une période d'imitation. L'Occident qui était le seul à imposer sa vie, pardon, sa vision, sa culture, son économie, est en train de tomber pour laisser la place à d'autres puissances. Vous avez la Chine,
vous avez le Brésil, vous avez l'Inde et d'autres qui émergent. Donc, l'Occident n'a plus le monopole. Nous, en tant qu'élite, nous, en tant que citoyens, d'abord congolais et africains, nous devons chercher par quels moyens il faut tracer notre propre voie. Au lieu d'attendre que les Chinois nous libèrent, ou bien les Brésiliens, nous devons nous prendre en charge. C'est une occasion unique. Il faut savoir saisir cette occasion. N'attendez pas l'aide de l'extérieur. N'attendez pas les gens qui viendront nous dire non, il faudrait prendre les armes. Actuellement, la guerre, c'est la guerre de l'intelligence. J'ai fait passer un documentaire sur Télé 7, la guerre sans limite, je pense, oui, avec la Chine. Ce n'est plus les armes, c'est la tête. Donc nous devons nous armer d'abord à connaître, à apprendre. Ceux qui auront les connaissances, ceux qui demain vont quand même avoir un mot à dire dans le monde. Et notre élément, c'est les nouvelles technologies. Je disais, demain, ceux qui vont parler, ceux qui vont produire les portables, ceux qui vont produire des téléphones et d'autres matériels sur base de nouvelles technologies, ceux qui vont maîtriser ça, ceux qui vont demain avoir droit à la parole. Or, nos amis, beaucoup d'amis occidentaux, sont encore dans la logique de prédation. Demain, c'est le commerce. Il faut juste vous préparer. Au lieu de pleurer, d'attendre le développement d'ailleurs, il faut qu'on se prépare pour être compétitif. Ceux qui auront à vendre sur le plan international auront un mot à dire. On ne peut pas accepter que d'autres personnes viennent faire la sous-traitance. On dit, avant d'aller en Afrique, au Congo, passer par nous. Alors qu'on a été avec ces gens. Je pense qu'il faut profiter de cette occasion pour apprendre, essayer aussi d'imposer notre point de vue. Donc l'économie de demain, ce n'est pas l'économie de prédation, l'économie de l'accumulation, pas de prédation, c'est l'économie du savoir. Vous devez réfléchir, vous devez apprendre, passer dans des bibliothèques, faire des recherches. Rechercher, ça remet toujours en cause. Autre élément, d'abord l'avant-dernier, c'est sur le capitalisme du XXe siècle. C'était la prédation. Le capitalisme du XXe siècle sera fait sur le commerce. Donc actuellement, pour relancer l'économie, ça il faut mettre en tête. Ils connaissent, mais nous on ignore. On a besoin d'espace, on a besoin de marchés, pas seulement de matières premières. Parce qu'ils produisent les produits, ils sauront où les vendre. Donc ils seront obligés que l'Afrique soit stable. Il faut qu'on comprenne, c'est un mouvement d'histoire. Il faut que nous comprenions. Ils auront besoin de marchés pour vendre leurs produits. Mais si vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas sérieux, on va nous imposer. Aujourd'hui, toute notre économie est dans les mains des étrangers. Ce sont les étrangers qui travaillent à notre place. Nous faisons quoi? On est corrompus, je dis, nous sommes devenus des porteurs de mallettes des autres. Donc il faut une remise en cause. Enfin, pour terminer, il y a cet ouvrage, j'aime toujours vous parler de l'ouvrage d'Axel Kabou, publié chez l'Harmattan en 2010, comment l'Afrique en est arrivée là. Kabou s'interroge comment nous sommes arrivés. On a tout. On a la population, on a des richesses, on a des espaces pour cultiver. Mais comment est-ce que l'Afrique peut être pauvre? Il a relevé quelque chose d'important. Oui. Il dit l'élite africaine, depuis qu'elle est en contact avec le monde extérieur, travaille pour les intérêts d'ailleurs. L'élite africaine ne travaille pas pour les intérêts de leur propre population. Donc, il est temps de retourner un peu cette idée pour que demain, ou bien aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, commencent à travailler pour le peuple congolais. Ils n'ont pas d'autre choix. Et si nous voulons gagner la bataille de demain, il faut qu'on soit unis. Et pour être unis, il faut que ceux qui sont au pouvoir travaillent pour le peuple. Au lieu de passer tout le temps dans la division inutile, l'opposition, il y a une opposition ici. Est-ce qu'il y a encore une opposition? Et de l'autre côté, vous avez le pouvoir. Tout le monde cherche à manger. Donc nous devons être lucides, savoir que nous sommes en train de préparer notre avenir, le monde de demain. 5 siècles de domination, esclavage, traite négrière, colonisation. Aujourd'hui, nos colonisations, il faut arrêter avec cela. Dieu ne nous a pas créés pour être dominés.
En tout cas, au nom du groupe de presse potentiel, je tiens beaucoup à vous remercier cette fois-ci. Je pense que le groupe est très restreint. Je pense que nous serons très efficaces. Vous aurez le temps de vous exprimer librement. La télévision est là pour vous. Sinon, on ne peut pas faire une télévision pour vendre les cacahuètes. Nous la faisons pour que notre peuple prenne conscience. Une fois de plus, merci. Ok, maintenant je prends mon costume de modérateur. Ok, donc nous allons voir avec le professeur Kamaté. Lui il va nous parler du civisme journalistique contre la balkanisation. Et je vois le professeur Kamaté avec, c'est pas un roman, un essai en ses mains, écrit par Donna Mikombe ou Akashim Polo, qui est actuellement responsable de la TNC. Journalisme, la main tendue. Donc, le journalisme, la main tendue. J'espère que monsieur le professeur Kamaté va nous dire très clairement ce que notre frère, notre confrère Mikombe veut dire. Notre intervention est intitulée du journalisme, du civisme journalistique contre la balkanisation. Eh bien, l'argument qui nous a été donné, n'est-ce pas, pendant qu'on nous avait demandé d'intervenir, l'argumentaire disait ceci: seul un mouvement civique national placé au-dessus de la politique peut aller à l'assaut d'une guerre de 30 ans. C'est-à-dire, il s'agit pour nous d'aller à l'assaut d'une guerre de 30 ans. Je ne sais pas si vous êtes disposé à le faire. Maintenant, en tant que journaliste, je suis professeur de journalisme, mais je le suis aussi. Alors, le civisme journalistique, en fait, contre la balkanisation, suppose des journalistes, des communicateurs, des leaders d'opinion qui puissent s'engager dans l'éveil des consciences. Donc, des journalistes qui accompagnent le peuple dans la lutte contre la balkanisation. La balkanisation dont on parle, ce n'est pas un rêve. Malheureusement, je vous dirais que ce n'est pas aussi une réalité. Mais quelque chose est en train de se passer. Donc, il n'est pas temps pour nous de dormir, surtout les journalistes. Un théoricien de la communication, Weaver, que vous connaissez beaucoup de nos étudiants, il avait écrit ceci: tout processus par lequel, en fait, il définissait la communication, disant que c'est tout processus par lequel un esprit peut affecter un autre. Un esprit peut affecter un autre. La communication à clair, en fait, est un ensemble de processus par lequel une conscience éveille une autre. Donc, une conscience qui éveille une autre par des images, par des concepts, par des sentiments, par des attitudes et des effets psychiques globaux. Donc, les journalistes sont capables d'éveiller des consciences. Alors, au cours de cette intervention, nous voulons en fait démontrer que les journalistes peuvent et doivent éveiller les consciences du peuple pendant surtout cette période où le risque de naufrage de la nation est vraiment en train de se préparer. Alors, le problème c'est quoi? C'est que plusieurs obstacles empêchent actuellement nos journalistes à pratiquer le journalisme civique, c'est-à-dire le journalisme d'éveil des consciences, le journalisme qui consiste à donner la voix aux sans-voix, le journalisme d'enquête et d'investigation. Notre intervention va s'articuler sur 5 points, plus ou moins. Nous allons parler d'abord de la peur de traiter des sujets sensibles, donc qui fait que le journalisme ne soit pas éveillé. La peur de traiter des sujets sensibles. Le journalisme comme activité de survie actuellement, activité de survie. Vous avez fait allusion à Mikombe. Bien, nous allons faire allusion à lui à un moment donné. Un troisième point va concerner la prise en otage ou la mise en hypothèque des médias, donc qui empêche justement les journalistes à devenir des journalistes éveilleurs des consciences. Eh bien, nous allons terminer par des suggestions. Le premier point, la peur de traiter des sujets sensibles. Beaucoup de journalistes, en fait, ont l'habitude, lâchent actuellement, de se désengager devant des sujets, disons, qui fâchent ou qui sont un peu gênants. Nous savons un peu la guerre de l'Est dont on parle. Eh bien, je vous dis en réalité, beaucoup de journalistes
sont empêtés à parler de la guerre de l'Est. On vous parle actuellement de 5400, disons de 5 millions de morts. J'en ai entendu parler la fois passée. Eh bien, on se pose la question, en fait, s'il faut traiter de ce dossier, est-ce que je suis en sécurité? Qui est derrière la guerre de l'Est? Des sujets qui fassent comme la guerre de l'Est. Traiter de dossier de Koulouna à cravate. Les journalistes ont peur de traiter ce dossier. Koulouna à cravate, vous savez de quoi il s'agit. Les contrats léonais, on a peur de traiter ce dossier. La privatisation des entreprises, les mécanismes par lesquels les entreprises se privatisent. Eh bien, les journalistes ont peur d'aborder ce dossier. La réhabilitation des compagnies de transport aérien, par exemple, la ligne aérienne congolaise, eh bien, c'est le domaine privé qui exploite l'aviation aérienne. Les journalistes ont peur d'aborder ce sujet parce qu'il y a des personnes haut placées qui en profitent. La corruption, le régionalisme, n'en parlons pas. L'armée mono-ethnique, n'est-ce pas, qui contrôle l'Est du pays. L'armée et la police mono-ethnique. Eh bien, les journalistes n'abordent pas ce sujet-là. La balkanisation, c'est un dossier, je sais qu'il y a des journalistes qui les abordent, mais en réalité, c'est un dossier très sensible. On ne sait pas, si je parlais de la balkanisation, qui est derrière la balkanisation? Eh bien, il existe aussi de pro-balkanisation. Même si nous parlons de la balkanisation, il existe de pro-balkanisation. Et beaucoup de journalistes ont peur de ce dossier-là. C'est ce qui fait qu'actuellement, le journalisme d'enquête, d'investigation dans ce dossier, il est presque inexistant. Donc, ce sont des sujets qui fâchent. Face à la panique, aux attentats contre des maisons de presse, aux musulmans, n'est-ce pas, musulmans, à la suppression de certains canaux, vous apprenez que telle chaîne a été suspendue, d'émission, tout simplement parce qu'on traite des sujets qui fâchent. Et c'est ce qui fait que le dossier de balkanisation, eh bien, on n'en parle presque pas. En fait, face aux menaces souvent voilées de certaines personnes mieux placées dans les arènes de pouvoir, les patrons de presse, les éditeurs de journaux, certains éditeurs de journaux ont tout simplement changé de ligne éditoriale. Quelqu'un qui convoque, n'est-ce pas, le conseil de rédaction, il dit « Écoutez, actuellement, que chacun prenne ses gardes. Une façon de vous dire, voilà, nous avons changé de ligne éditorialiste. » En fait, face à ces injonctions souvent voilées, eh bien, beaucoup de maisons de presse changent de ligne éditorialiste, je l'ai déjà dit, ce qui fait que beaucoup de maisons n'arrivent pas à faire du journalisme civique, d'éveil des consciences. Un problème est trop sérieux, c'est le deuxième point. Le journalisme est en fait un métier de survie. Métier de survie, ça signifie quoi? Plusieurs maisons de presse n'arrivent pas à prendre en charge leurs employés, c'est-à-dire les journalistes ou les collaborateurs. La réalité est que même dans des pays développés, nous le savons, les étudiants surtout en journalisme le savent, 80% des recettes des maisons de presse, eh bien, ça vient des annonceurs. Ce sont des annonceurs qui financent en fait les maisons de presse. Mais comme le gouvernement, ces 10 dernières années, n'a pas créé d'entreprise qui génère, n'est-ce pas, de l'emploi, ou qui génère des annonces, eh bien, beaucoup de maisons de presse n'arrivent pas à prendre en charge leurs travailleurs, c'est-à-dire les journalistes. Il existe actuellement une certaine tendance à se rouer derrière des entreprises brassicoles ou des télécommunications, parce que ces entreprises-là, eh bien, elles s'imposent. Tout marche, apparemment ça va bien. Si bien que ces maisons arrivent même à financer des journaux télévisés. Donc, il n'est pas facile actuellement de pratiquer du journalisme, disons du journalisme civique. Alors, dans ce contexte congolais de misère de des journalistes sous-payés, des fois 12, 13, 24 mois sans salaire, c'est justement les difficultés que nous sommes en train d'évoquer. Lorsque vous êtes sous-payé, il n'est pas si facile de descendre sur le terrain. Alors, les journalistes attendent que les informations leur arrivent dans leur cabinet. Nous avons vu à quel moment donc va-t-il traiter. Nous avons vu pendant la période électorale combien de journalistes ont été des garçons de course ou disons, de caisse de résonance de personnes, disons des politiciens,
candidat à la députation nationale ou à la magistrature suprême. Le métier de journaliste a été celui de suiviste d'hommes politiques. Donc, pendant cette période, justement, on n'a pas pratiqué de journalisme civique. Seule actualité, c'était la propagande politique. Alors, la clochardisation des journalistes empêche de traiter des sujets qui éveillent des consciences. Sur le vécu quotidien, par exemple, le coût de la vie, très rare, des dossiers sur le coût de la vie, le chômage, la qualité de l'eau, l'électricité, la santé, l'habitat, le transport, la sécurité, la violence faite contre les femmes. Évidemment, tout ça, la balkanisation, n'en parlons même pas. En fait, ce sont des sujets qui ne payent pas. Les sujets traités de coût de la vie, de chômage, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. La misère des journalistes est directement perceptible. Perceptible par leur façon, disons, la vision extérieure. Très rare de voir un journaliste porter des chaussures neuves. Un journaliste me disait qu'il n'a jamais tenu en main un billet de $100. Même le coupage, ça en atteint des fois c'est 10, $20, l'équivalent de frais de transport. Pour vous rendre compte de la misère des journalistes, eh bien, nous allons faire allusion à Dona Mikombeda, son livre « Journaliste main tendue ». En fait, c'est une autobiographie. Je vais vous lire seulement 2 ou 3 phrases. Il dit ceci à la page 94. « Si l'alcool, particulièrement la bière, était à personnifier, il exigerait le statut de partenaire de choix des journalistes dans leur large majorité. Pendant ma carrière de journaliste, j'ai eu à réaliser combien, dans la vie du commun des journalistes, l'alcool est associé au train-train des affaires, non seulement de la profession, mais aussi de la condition existentielle tout court du journaliste. Chaque jour, j'amène de l'argent pour le pain des enfants, pour le marché, etc. Ça vient des contacts que nous nouons dans la boisson, nous journalistes. Il me suffit de n'avoir qu'une bouteille de Skol ou de prémices, je me mets à boire calmement sur une terrasse et on noue des relations. Et très souvent, ce sont des gens haut placés qui donnent même leur carte de visite. Donc, vous voyez que les journalistes vivent aux dépens des personnes haut placées. À quel moment allons-nous faire du journalisme civique? Un autre point concerne la prise en otage ou la mise en hypothèque des médias. Comment? Eh bien, beaucoup de personnes haut placées recrutent directement dans des conseils de rédaction des maisons de presse. Vous recrutez de façon que tous ces rédacteurs, n'est-ce pas, puissent rédiger des textes ou de donner des émissions favorables pour que ceux-ci soient gentils, qui ne vous critiquent pas dans des maisons de presse. Si bien que vous apprendrez que tel directeur a été loué par telle maison de presse, mais eh bien, par mesure de prudence, les hommes haut placés recrutent directement dans des maisons de presse. Vous apprendrez même que le coupage est en train de prendre du virage, c'est-à-dire il est en train de se tourner vers le patron de la maison de presse. Le coupage concerne souvent des journalistes, mais actuellement occupe même de directeurs de maisons de presse pour que toute la rédaction soit en fait favorable à tel ou tel homme politique ou haut placé. Si bien que vous apprendrez que tel journal appartient à tel député. Donc, chaque journal, son député, son PDG, son ministre, et que sais-je encore. En fait, le fameux coupage, je viens de le dire, ainsi donc, nous savons que les invitations à certaines émissions, je ne vais pas citer ici des stations ou des chaînes de télévision, les invitations à certaines émissions sont payables, n'est-ce pas, sont payées. Il y a même une chaîne que je connais où des fois, pour que vous receviez l'invitation, vous devez payer près de $2000. En fait, on donne l'occasion aux personnes haut placées de donner leur point de vue. Et moi, je vous dis que tout le monde n'est pas anti-balkanisation. Et nous, journalistes, et aussi longtemps que les journalistes donneront de la parole seulement aux personnes qui peuvent payer des émissions jusqu'à $2000, je pense qu'on n'aura pas l'occasion de participer à l'anti-balkanisation. Alors, face à cette déroute,
la misère des journalistes, à la cupidité des patrons des maisons de presse, on voit émerger du journalisme, disons, je disais, du journalisme du genre Parlement debout. Je voulais parler du journalisme facile, du genre Lingala facile, Kikongo facile, tout ça doit être facile. Ça vient de quoi? Ça vient de quoi? C'est parce que justement, nous ne savons plus ce que signifie le journalisme, la qualité du journalisme. Le journalisme est devenu un métier de monsieur tout le monde, si bien que même un parlementaire debout peut se faire passer comme journaliste. Et surtout, l'audience a tendance à écouter n'importe qui, surtout lorsque vous avez un langage populaire. Pour atterrir, je vais dire quoi? Il nous faut certaines stratégies, notamment la pauvreté des journalistes. Moi, j'ai vu quelque part en Europe où des journalistes sont immatriculés par l'État. L'État donne le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum garanti, qui permet aux journalistes d'avoir un salaire de base, ce qui lui permet de ne pas être un clochard, quitte à la maison où il travaille, de lui donner de primes. Je pense que l'État congolais devait recenser des journalistes, qu'ils aient un salaire minimum. Une deuxième suggestion serait au niveau de la formation. En fait, beaucoup de journalistes sont incultes. Inculte signifie quoi? L'inculture, c'est le fait de ne pas connaître l'histoire de la nation, la politique, les relations internationales. Beaucoup pensent que pour être journaliste, il faut nécessairement avoir un diplôme de journalisme. C'est faux. Il y a des historiens, des spécialistes en relations internationales qui vous font de beaux articles. Lui-même, Dona Mikombe n'est pas journaliste de formation, il est spécialiste en lettres. Mais ce qu'il pratique, ce qu'il fait, c'est vraiment du journalisme. L'inculture fait que la pratique du journalisme civique n'ait pas de l'impact sur des gros problèmes. Donc la formation et la misère. On ne peut pas pratiquer du journalisme civique avec la misère que nous connaissons, disons des journalistes misérables, incapables de se rendre même sur le lieu de travail. Eh bien, ils attendent tout simplement le journalisme, disons les informations dans des bureaux. Je pense que nous allons continuer le débat que je n'ai fait qu'ouvrir. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'on vous a suivi, on ne fera pas de résumé, ça ne sert à rien. On est devant de grandes personnes, des étudiants qui sont habitués à prendre notes et à faire des résumés. Nous allons passer à la troisième personnalité, troisième personne. Le professeur Famba, fidèle, il va nous parler de la guerre juste, un conflit armé entre États dans la sous-région des Grands Lacs. Merci, monsieur le modérateur et le directeur du journal Potentiel et de Télé 7 pour cette occasion que vous nous donnez de pouvoir continuer la réflexion sur le cadre social au sein duquel toutes les réformes, toutes les stratégies de développement doivent être conçues. Je me souviens, c'est Jacques Chevalier qui dit il y a crise dans la société lorsque tout ce qu'on envisage ne tient pas compte du cadre social. Et du guide d'ajouter, pour mieux percevoir les questions et les présenter au public, chaque chercheur a un objectif à atteindre et il arrange les idées de manière à ce que ce qu'il présente au public soit perceptible. Il me semble que je dois parler d'une guerre juste, qui est un conflit armé entre les États dans la sous-région des Grands Lacs. Une guerre juste que se mènent les États les uns aux autres. Qu'est-ce que les juristes disent? Du point de vue du droit public, la guerre, c'est une lutte armée. Elle a pour objectif la défense de la souveraineté, de la nationalité. Et ces deux termes me renvoient tout de suite au cadre général de l'État, l'organisation du pouvoir au sein de l'État. Parce qu'il y a la souveraineté interne et la souveraineté externe. La souveraineté externe,
c'est le fait d'être reconnu par les autres puissances du monde comme étant un État. Et lorsqu'il y a un État voisin ou lointain qui nie votre souveraineté et qui vous fait une guerre, c'est ce qu'on appelle la guerre, donc une lutte armée entre deux États. Alors je m'étais dit, pour qu'on se comprenne sur cette guerre qui est une lutte armée qu'on a qualifiée de juste, dans quel cadre et dans quelles circonstances une guerre peut être déclarée de juste? Une guerre juste, c'est une guerre de souveraineté, une guerre citoyenne, une guerre civique. Les citoyens se prennent en charge pour pouvoir repousser l'ennemi. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Donc je vais ici, pour structurer ma pensée, essayer de vous reprendre systématiquement mon objectif de recherche. Je suis fondé à ressusciter l'âme humaine dans le Congolais. Et mon thème de recherche générale, c'est la responsabilité. La responsabilité. À propos de ce thème, j'ai opté pour méthode la reconstruction théorique de la finalité de l'État, qui est notre cadre social au sein duquel nous évoluons. Quelle est la finalité de l'État? Pourquoi l'État met en place les institutions? Pourquoi il met en place un gouvernement? Parce que moi, mon cheval de bataille, c'est l'ingouvernabilité, l'irresponsabilité de nos responsables, les responsabilités des personnes administratives congolaises. Et même les personnes privées auxquelles on confie les missions de service public, ils se comportent comme des irresponsables. Alors, pour en arriver à une guerre juste, comment faire pour expliquer aux citoyens quand est-ce qu'un gouvernement peut faire une guerre juste? Est-ce que le Congo est en guerre? Qui l'a déclaré? Voilà les questions que je me pose. J'ai l'habitude de faire une série de questions auxquelles je vais verser des éléments de réponse pour qu'on trouve ce que j'appelle les voies de sortie à la crise du Congo. Guerre juste, conflit armé. Alors, un État, c'est quoi? Nous allons voir ce que c'est un État. Nous allons voir comment le pouvoir rentre dans cet État et que lorsque le pouvoir est perturbé, comment il peut prendre les armes, la guerre juste. Donc, qu'est-ce que c'est un État? En théoricien de droit des services publics, donc publiciste, spécialement théoricien de droit des services publics, moi je définis l'État comme étant une personne morale de droit public qui se représente dans le concret de la vie de la nation sous forme de structures organiques, administratives et techniques et sous forme d'ensemble des services et activités d'intérêt général qui sont conçus pour satisfaire l'intérêt général, justifier l'existence de l'État. Ça s'appelle grand service public. C'est-à-dire les structures sont mises en place, ils représentent l'État, ils ont pour objectif satisfaire l'intérêt général. Pour satisfaire l'intérêt général en aval, en amont, il faut les lois d'ordre public. Et je signale en passant ici qu'actuellement, les dernières décisions du Conseil d'État français, qui est une jurisprudence pour nous, parce qu'ici on n'en a pas. Nous, on a une cour qui supprime le droit. On n'a pas une cour qui dit le droit pour nous donner la jurisprudence. Moi, je n'ai pas peur de dire ces choses-là. Donc, la dernière décision du Conseil d'État français de 2008 a incorporé dans l'ordre public la protection de la personne humaine. Guerre juste. L'incorporation. Donc, dans le contenu de l'ordre public aujourd'hui, il y a la protection de la personne humaine. Donc, dans le temps, l'ordre public s'est limité à la salubrité publique, tranquillité publique et sécurité publique. Mais on y a ajouté aujourd'hui la personne humaine, sa protection, sa promotion, toute sa vie. Ça fait partie de l'ordre public. Donc, on ne peut pas avoir un gouvernement qui va faire une guerre juste s'il n'a pas derrière sa tête le souci de sauvegarder la vie de la personne humaine. Donc, voilà. Alors, je me dis, pour qu'il y ait un gouvernement qui va assurer le maintien de l'ordre public et la protection des personnes et de leurs biens, il faut respecter la procédure de mise en place des institutions au sein de l'État. Les questions qui se posent dans la doctrine aujourd'hui, c'est qu'on nous dit par exemple, ça c'est Robert Camp qui disait, que le consensus de Washington a échoué parce qu'on n'a pas respecté, même le pacte de stabilité européen, ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas respecté le cadre social.
Je me dis, mais si nous ne respectons pas notre cadre social au sein duquel nous vivons, comment nous pouvons arriver à faire une guerre juste, une guerre légitime, une guerre de défense de la vie du Congolais? Parlons du Congo, n'ayons pas peur, parlons du Congo. Donc la guerre juste, une guerre de défense, défense de son territoire. Et en droit public, comment on conçoit cette guerre? Ça s'appelle les circonstances exceptionnelles. Le droit est fondé sur le principe, le droit public, la tranquillité au sein de la société, le maintien de l'ordre public, la satisfaction de l'intérêt général. C'est fondé sur le principe de la légalité. Les autorités doivent se conformer aux lois de la République et agir, à exercer leurs attributions dans les limites de leurs compétences pour satisfaire l'intérêt général, maintenir l'ordre public. Et pour maintenir l'ordre public, tout gouvernement au monde utilise le service de police. La police administrative qui est préventive et la police répressive qui est judiciaire, qui a établi des PV pour réprimer les infractions commises sur le territoire national et traduire les personnes concernées, bien sûr soupçonnées d'avoir commis des infractions, devant les instances appropriées pour pouvoir être jugées. Parce que le droit nous dit que tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce qu'un jugement coulé en force de chose jugée, dont un jugement définitif le condamne, le reconnaisse, disons, coupable. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo pour parler de la guerre juste? Qu'est-ce qui se passe au Congo? Voilà ce qui se passe au Congo. Notre pays est État depuis 1960. Et moi, ma lecture des événements, c'est une lecture spéciale. Les événements qui sont passés avant 60, qui ont procédé à la mise en place de l'État, je considère ça comme des acquis pour nous, qui peuvent nous aider à construire notre avenir. Nous avons eu un État sur papier. En théoricien des services publics, je vais vous dire une chose qui va vous frapper. Donc, avoir un État signifie avoir une population déterminée. Cette population est établie sur un territoire déterminé. Et cette population établie sur un territoire déterminé exprime des besoins. Et ce besoin, il l'exprime auprès de l'autorité politique. Et il doit participer à la construction de l'autorité politique. Donc, à laquelle il doit obéir, à laquelle il doit soumission, et demander à cette autorité politique de lui garantir sécurité et vie. Donc, l'État a pour objectif maintenir l'ordre public et satisfaire l'intérêt général. Cela suppose une population identifiée. Je poserai ces questions jusqu'à la dernière minute de ma vie. Il ne faudra pas qu'on continue à nous leurrer, à réfléchir en dehors du cadre social au sein duquel nous vivons. Donc, une population déterminée suppose, donc j'ai parlé de la population déterminée, et qui est établie sur un territoire et qui est soumise à une autorité politique équilibrée. Et tous ces éléments sont reconnus dans le monde. Ça fait, chez les juristes, on dit que c'est les 4 éléments qui définissent l'État. Donc, population, territoire, autorité et souveraineté externe. Souveraineté externe. Donc, alors, la guerre juste, c'est la guerre de souveraineté interne. La guerre juste, c'est la guerre de souveraineté interne. Alors, quelle est la problématique qui se trouve dans notre société? Donc, voilà, nous avons 4 éléments. Une population déterminée, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas de carte d'identité, vous n'êtes pas recensé. La population congolaise est infiltrée. Donc, à partir de ce moment, la crainte a été... Parce que ces réflexions, moi, je les ai aimées, parce que le centre fait des recherches dans un cadre social. Et le juriste, c'est le savant de sciences humaines par excellence. Il ne peut pas parler du droit comme une magie. Je ne vis pas dans un tour d'ivoire. Je suis 2 pieds sur terre, dans une société avec femmes et enfants, avec frères et sœurs. Donc j'ai vu tout le cadre social. Je ne veux pas qu'on aille par 4 chemins. 1, population déterminée. Le vote n'a jamais été recensé. Donc vous êtes en difficulté de faire une guerre juste. Parce qu'on ne vous connaît pas. Qui est congolais, qui ne l'est pas, ce n'est pas connu. C'est fait exprès. Et moi, je salue l'organisateur de ces journées, le directeur du crèche, et les Télé 7 qui viennent nous donner l'occasion d'enseigner aux Congolais ce qu'ils doivent faire, parce que nous sommes là dans un... Ici, la réflexion d'aujourd'hui, c'est une réflexion civique.
Donc j'enseigne de ma manière le civisme. À partir du moment où on ne connaît pas vous êtes à combien, et on ne vous donne pas d'identité, vous avez des difficultés de vous ressentir blessé dans votre amour propre pour vous mobiliser et faire une guerre citoyenne. Territoire déterminé. Le territoire nous a été donné par la colonisation. Nous ne sommes pas les seuls. Tous les États au monde, donc ceux qui ont été colonisés, ils sont dans les frontières de Berlin. Mais les frontières de Berlin du Congo, à partir du moment où sa population n'est pas identifiée, j'ai martelé ça pour que les autorités qui nous suivent, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer à justifier la crise du Congo en mettant la crise du Congo sur le dos des autres, alors qu'ils ont l'impérium de l'État pour nous assurer la sécurité, maintenir l'ordre public dans notre société et satisfaire nos besoins. Donc, on ne nous a pas identifié. Notre territoire est sujet à caution aujourd'hui. Vous connaissez que les bornes ont été déplacées à Kaemba. Et du côté de l'Angola, il y a déplacement des bornes. Donc, on se dispute. Ne parlons pas de l'Est, où il y a des gens qui partent et qui reviennent. J'ai répondu au directeur, on parlait entre nous, que vous ne pouvez pas parler des gens qui vont au Rwanda comme une arrière-garde. Non, c'est des réfugiés. Quand il y a guerre à la frontière, les gens fouillent. C'est connu dans le monde entier, ce n'est pas une spécialité congolaise. Donc il ne faudra pas que nous, on en tire un prétexte pour expliquer, non, il y a une guerre. Non, cette guerre-là, s'il y en avait, je vais parler de la guerre pour qu'elle soit juste. Donc dès que le gouvernement, pour mettre, nous sommes à la 3e étape, la mise en place de l'autorité. Il y a un processus de mise en place des institutions au XXIe siècle. Donc ça a commencé avec la première moitié du XXe siècle. La première moitié, nous avons commencé les élections. Nous, quand on nous a donné l'indépendance directement, on nous a dit faites les élections. Notre premier Sénat a été formé par les élections au second degré. Notre Assemblée nationale, c'était des élections générales. Et le président a été élu au second degré par un compromis politique. Au lieu de Boulikango, on avait mis Kasavubu. Donc nous sommes arrivés en 64, 65. Il y a eu des élections législatives. Donc nous, de par notre naissance, nous sommes un État démocratique. Donc nous faisons toutes les élections. Mais on ne nous a jamais dit qui font les élections, qui participent à un processus électoral. C'est des citoyens, mes chers amis. C'est des citoyens. Il faut la distinguer, la citoyenneté administrative et la citoyenneté politique. Tous les citoyens du monde qui ont choisi le Congo comme leur seconde partie, et patrie, sont des citoyens administratifs. Parce qu'ils logent dans les maisons comme nous, ils sont transportés comme nous, ils vont au marché comme nous, ils achètent comme nous de l'eau, l'électricité, ils s'abonnent aux services que l'État fournit à la population, ils en bénéficient. Ils sont tous usagers des services publics. Encore 5 minutes. Oui, j'y vais. Ils sont tous usagers des services publics. Maintenant, les citoyens politiques, c'est vous. Les citoyens politiques, c'est le citoyen national. Le national qui a... et vous savez, les citoyens, c'est la citoyenneté comme la nationalité. C'est un lien juridique qui lie la population à sa patrie, à son pouvoir politique. Donc on vous cache tout ça. On vous cache 5 minutes, c'est beaucoup. On vous cache tout ça, on vous dit seulement vous êtes Congolais. Congolais en quoi? Pour que vous puissiez vous sentir blessé dans votre amour propre et aller vers la guerre juste. La guerre juste, comment elle s'est faite? Quand un gouvernement fonctionne, ça s'appelle circonstance, c'est constitutionnel, hein? C'est constitutionnel. Ça s'appelle circonstance exceptionnelle. Il est prévu dans la Constitution de chaque État au monde que lorsque le pays est envahi par un ennemi extérieur, le président de la République fait un message à la nation. Il déclare l'état de siège. Il supprime, il suspend toutes les institutions administratives, politiques et administratives. Il veut, si c'est Kisangani ou Kassai ou Chaba, comme c'est le cas de l'Est, il fait de l'Est une région militaire. Les tribunaux militaires, c'est prévu, c'est constitutionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, Congolais, vous pouvez me dire qui nous a déclaré la guerre à l'Est? Est-ce que nous, on nous a déclaré la guerre à l'Est? Est-ce que vous avez une déclaration officielle d'une guerre contre le Congo? Vous n'en avez pas. Donc, on peut rentrer là dans l'insurrection. Donc, il peut s'agir d'une insurrection. Avez-vous déjà entendu l'objectif de l'insurrection? Du point de vue du droit public, il est reconnu qu'un gouvernement qui gouverne, si une région est attaquée par un groupe de militaires qui font l'insurrection contre l'autorité établie, il déclare toujours l'objectif, soit de destituer le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'Est, vous avez déjà entendu dire les M23 qui viennent de se créer? Quel est son objectif?
On vous dit qu'il cherche, il poursuit quoi? Même les premiers mouvements, moi je résume en disant ceci. N'ayons pas peur, mais ne nous affolons pas. Pour que nous fassions notre guerre juste, nous devons respecter le cadre social au sein duquel nous vivons. Et ce cadre social exige le respect de la régularité de la formation de l'autorité politique. Pour que cette autorité légitime soit en mesure de prendre en charge sa population, nous adresser un message en nous disant nous sommes attaqués, ceux qui nous attaquent nous disent ceci, ils veulent prendre ceci. Moi, je n'ai jamais entendu ces déclarations-là. Et de déclarer la guerre contre l'ennemi. Moi, je ne connais pas quel est notre ennemi. Quand les institutions politiques, plutôt les organismes internationaux, nous dénoncent qu'il y a eu les Rwandais qui sont venus, c'est notre gouvernement qui démentit. Même quand on donne des papiers officiels en disant voici dit la liste, tout est listé. Eux-mêmes, ils ont déclaré. Nous entendons le porte-parole de notre gouvernement dire non, nous, on n'a pas de preuves pour dire qu'il y a guerre. Ça veut dire qu'à la guerre, à l'Est, il n'y a pas de guerre classique pour parler d'une guerre juste. Donc, du point de vue classique, une guerre juste, c'est une guerre de défense nationale, de défense de souveraineté interne, de liberté d'aller et de venir des citoyens. Et cette guerre-là peut être livrée par le gouvernement national, par un message à la nation, et qui déclare l'état de siège. Donc, dans le cas d'espèce, les citoyens doivent comprendre qu'il n'y a pas les conditions d'une guerre juste ne sont pas réunies. Nous sommes tout simplement devant l'irresponsabilité collective des membres de notre gouvernement. On ne les conspire pas, on les sensibilise pour qu'ils comprennent que si nous pouvons être tout le temps attaqués et qu'il n'y a aucun gouvernement qui nous défend, alors nous, quand ils se plaignent, mais nous, les citoyens, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, monsieur le modérateur, les quelques éléments que je voulais verser au débat pour qu'on puisse réfléchir sur la situation de notre pays. Je dis vous remercie. Merci beaucoup, professeur Famba, un habitué à parler très clairement. Et bien que ne veut pas dénoncer ceux qui nous font la guerre, on ne sait pas pourquoi vous avez peur. De toute façon, tôt ou tard, le Congo va se libérer. En tout cas, nous passons chez le professeur Milala. Lui va nous parler de la naissance du mouvement civique congolais et la théorie générale de la guerre. En tout cas, je vous remercie. La fois passée, je parlais de sciences coloniales. Ce sera la suite. Quel est l'antidote de sciences coloniales? C'est le civisme, au plan interne. Eh bien, c'est ce qu'on va voir, tout simplement. Mais l'objectif, j'aimerais le souligner, c'est justement mettre un accent sur la responsabilité des scientifiques dans le débâcle de notre pays. Voilà ce qu'un scientifique me dit, que je respecte. Hier, on débattait. La conclusion, ce sera toujours, attention, dans cette affaire, quelqu'un peut mourir. Le prof Kamat l'a dit. Cette affaire de balkanisation, Milal, attention, parmi vous, quelqu'un peut laisser sa peau. Alors voilà ce qu'il me dit. Vous savez qu'il y a un avocat katangais qui récolte depuis 2003 des signatures pour que Katanga se coupe de la République bananière. Et il y a un procès contre l'ONU, Nations Unies. Pourquoi? L'ONU a remis les Katanga dans cette République bananière. Il y a un procès de Katanga contre les Nations Unies. Il y a un avocat du nom de Mbenga qui récolte des signatures depuis 2003. Et il est fait d'abord à l'Inulu, à l'université de Lubumbashi. Et il y a une déclaration des évêques du Katanga qui ont dit « Nous n'aimons pas la décentralisation, on ne veut pas le découpage du Katanga en 4. » Pourquoi? Ils veulent rester un bloc pour constituer un bon bloc viable quand ils vont se couper. Ça vient de qui? Des évêques du Katanga. C'est ce qu'il me dit. Alors il ajoute, toutes ces conférences se font dans le milieu des professeurs. Alors il va ajouter, mais Taganda dont vous parlez, je l'ai vu plusieurs fois être escorté par la MONUC. Escorté. En fait, le problème, c'est que le garde rapproché de tous les grands belligérants
ont toujours resté attachés, sont restés attachés au chef militaire. Mais comment Taganda est parti? C'est avec sa garde rapprochée, parce qu'on ne peut pas lui enlever cette garde rapprochée. Et il est sorti bonnement, il est allé dans la brousse. Et les agents de la MONUC disent, ici je vous montre la complexité de la situation et la conclusion, attention, quelqu'un va mourir. Vous qui êtes derrière cette affaire. Alors il dit, mais les gens de la MONUSCO disent tout le temps, non Taganda, non job. Pas de Taganda, pas de boulot. Ils le disent, tout le monde le sait. Il ajoute, mais les multinationales qui vendent les armes, ils viennent vendre à ces groupes et ils disent, bon, aux autres, voilà le type d'armes qu'on vous a vendu. Vous, on vous a vendu tel type comme ça, vous pouvez les gagner. Très compliqué. Alors, voilà la conclusion du prof. C'est une guerre durable qui se nourrit elle-même, où tout le monde se retrouve. Pourquoi elle se finance elle-même? On est dans le coltan, on est dans ceci. Il y a des avions, des hélicoptères immatriculés au nu, alors que c'est pour les privés, etc. Tout le monde se retrouve. C'est une guerre qui se finance elle-même, où tout le monde se retrouve. Or, il va ajouter, mais Kyungu m'a montré la constitution katangaise. Vous voulez que je vous donne une copie? Me dit-il. Moi, je dis, bon, je passerai prendre. Il y a une copie. Mais ce problème n'est pas seulement à l'Est ou au Katanga. Prenons le Bas-Congo. Les intellectuels écrivent sur la confédération des Bas-Congo. C'est-à-dire refaire les Bas-Congo qui sont en Angola. Mais c'est récent. Lisez des livres, je ne vais pas citer des noms. Ils écrivent sous couvert de confédération, mais c'est pour nourrir la balkanisation. Ils écrivent aujourd'hui, et à la faculté des lettres, je connais des gens, pas plus longtemps qu'il y a 2 mois, 3 mois, ils disent, la solution c'est notre confédération Bas-Congo. Alors, devant tout ça, complexe, voilà l'objectif. Un scientifique saisit tout ça à travers un cadre théorique. Un cadre théorique vous donne les possibilités d'analyse et les voies de sortie. Sinon, vous vous perdez. Des informations de toute nature et des choses à dormir debout. Donc, l'objectif de ce genre de choses, quand on parle de la guerre révolutionnaire, c'est pour vous dire, attention, ces gens-là font la guerre révolutionnaire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est son étendue? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a la possibilité aussi de le faire? C'est-à-dire armer le citoyen pour qu'il ne soit pas abattu. Mais les Congolais sont abattus, oui ou non, aujourd'hui? Totalement perdus. Pas plus longtemps, aujourd'hui, c'est le grand débat pour les porte-paroles de l'opposition. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce débat? Totalement floué, on ne comprend rien. Il faut un cadre scientifique qui remet les choses ensemble. C'est pourquoi je vous dis, le responsable du débat ici au Congo sont d'abord des scientifiques. Prenons ce que le grand frère, mon collègue, le prof Wamba vient de dire. Sans un cadre social, il n'y a rien. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Et je tomberai, je vais chuter sur la guerre. Ça ne fonctionne que sur base d'un cadre social. Lorsque vous regardez, nous les scientifiques, d'abord la majorité des professeurs, nous faisons la science non pas pour notre territoire, mais c'est pour l'Europe. La bourse qu'on donne là, les bourses ici, c'est dans telle matière, mais c'est pour des intérêts territoriaux d'ailleurs. La problématique, c'est pour nourrir un autre territoire d'ailleurs. Regardez tous les sujets. Par exemple, sur aujourd'hui, la biodiversité. Ce n'est pas pour vous. Bref, vous allez voir que le Katanga fonctionne, réfléchit sur base d'une petite géographie du Katanga. Mais vous croyez que si Katanga se coupe là, il va maîtriser son territoire? Mais ils ont l'uranium. Les Américains vont les laisser. Alors, je vous parle maintenant de l'ancien Premier ministre. Il analysait le pays, d'où vient l'argent. Il dit, mais Bas-Congo apporte 17%. Vous vous rappelez? Le Katanga, je crois, 20%. Kinshasa, 25%. Tous les autres territoires, c'est 0,1%. Mais ça, c'est casser les pays. Il fait en fait une lecture à partir de 3 provinces. Mais on ne peut pas faire une lecture seulement à partir d'une géographie actuelle. Mais faites ça par rapport à l'histoire. Il y a un moment où la GECAMINE apportait combien au budget national?
plus de 50%. Il y a un moment où le Kasaï apportait combien au budget national? 90%. Donc vous faites une histoire, vous construisez une science à partir d'une géographie actuelle des 3 provinces. C'est pour faire la balkanisation, c'est irresponsable. Il faut faire la science à partir de l'histoire nationale, telle qu'elle est là. Comment on a vécu? Toutes les provinces nous ont nourris. Et je puis même dire, quelle est la province de l'avenir? C'est la biodiversité, c'est l'Équateur. La province d'avenir, c'est l'Équateur. Est-ce que vous le savez? Mais aujourd'hui, quand les grands centres de recherche viennent ici voir les ministres de l'Environnement, nous allons dans les parcs nationaux. Vous savez ce qu'ils vont faire? Les plus grandes industries aujourd'hui, c'est pharmaceutique et agroalimentaire. Et on les fait avec quoi? Mais des molécules qu'on va croiser dans nos parcs là-bas. Puisque nous sommes la base de la biodiversité. On va croiser des gènes. Mais nous, Congolais, puisque nous ne croyons pas que la richesse de l'avenir, c'est la science, mais on ne les accompagne pas puisqu'on ne comprendra pas ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle la biosécurité. Nous n'avons pas ça. La richesse de la mondialisation, c'est la science. C'est dont les Katanga ont besoin, c'est dont les confédéralistes du Bas-Congo ont besoin. Ce n'est pas la baguette politique, c'est la science qui va créer les richesses de l'avenir. C'est cela. Alors, donc, la question de la balkanisation, c'est une question de l'ajustement structurel. Parlons-en. Pour l'Europe, pour l'Occident, on est tellement coupé et fissuré qu'il faut un ajustement. Et dans les années 80, il nous faut un ajustement. C'est pour faire quoi? Mettre les choses ensemble. Mais ce sont des ajustements tronqués. Il faut que nous fassions notre... Alors, la MONUSCO, c'est quoi? C'est un ajustement par rapport à l'ordre stratégique mondial. Pourquoi? Nous sommes dans un trou noir, il faut ajuster, il faut mettre quelque chose. Sinon, c'est l'Occident qui perd. Parce que, comme je vous l'ai dit, si les terroristes prennent Chinkolobwe là-bas, le monde va faire quoi? Ils prennent l'uranium là-bas, ils contrôlent ça, le monde va faire quoi? Mais il faut combler ce vide-là. Donc l'ajustement de la MONUC, ce n'est pas un ajustement pour vous, c'est pour les ennemis occidentaux, qui sont les terrorismes internationaux. Alors, comme je l'ai dit, que vous fassiez la démocratie ou pas, quel est leur intérêt? Leur intérêt est hautement stratégique, ça n'a rien à voir. Donc, nous devons, non, sinon je vous attaque. Enfin, nous devons faire quoi? Construire nos disciplines à partir des intérêts locaux, non pas partisans, comme les premiers ministres passés le faisaient. Bas-Congo fait ceci, Katanga ceci, Kinshasa ceci, toutes les autres provinces, toutes les autres zéros. Mais c'est irresponsable. C'était même cautionné par le professeur Mukoka, qui était son conseiller économique, qui est encore maintenant au gouvernement. Mais ça, c'est irresponsable. Vous cassez les pays. Bref, vous voyez l'intérêt que nous avons, c'est que la science va recadrer l'ensemble pour que nous ne tombions pas dans la complexité et finalement dans le défaitisme. C'est cela. Alors, donc, ne faisons pas la science à partir d'une géographie parcellaire ou d'une histoire récente. Faisons la science. Et écoutez, même la physique, comme vous voyez là, elle se fait à partir des intérêts nationaux. C'est à partir des intérêts nationaux. Je vous ai donné un programme de recherche pour nous tous. C'est à partir des intérêts nationaux que la chimie va fonctionner, la physique va fonctionner, la maths va fonctionner. Les sciences sont nationales. C'est cela. Mais le plus souvent, quand vous avez une bourse, c'est pour construire des sciences à partir d'une territorialité extérieure. Voilà le civisme. Le civisme, c'est faire la science à partir des intérêts ici, de chez nous. Je vous ai parlé de la géopolitique de la gâchette. Tous les domaines hautement techniques, le 20 que j'ai donné autrefois, l'aérodynamique, la physique de fluide, la détection, etc., doivent se définir à partir d'une géographie locale, d'un territoire national et non pas d'un territoire morcelé. Je vous ai dit que l'Équateur, la biodiversité, c'est la richesse de l'avenir et ça passera par la science. Donc, ne faites pas, ne divisez pas les pays, ne divisez pas. Et même, je vous dirai pour les Katanga, qu'est-ce que les Katanga ont besoin? Ils ont besoin de quoi?
Ils ont besoin de machines. Vous comprenez? Des outils pour faire marcher tout ce qu'il y a là-bas. C'est ce qui va ajuster les richesses par rapport à ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de la partition. Ni les Bas-Congolais, tous n'ont pas besoin de la partition. Ils ont besoin de la science. La seule chose qui va faire du vrai ajustement, ce sera toujours la science. Je vais vous parler de l'ajustement structurel, même l'ajustement actuel, le PPTE. L'ajustement structurel se fait au niveau économique sans être fait au niveau politique. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'ajustement politique au Congo. Il n'y a pas d'ajustement politique. Il y a l'ajustement économique. On efface la dette. Mais est-ce qu'il y a de la transparence et de la moralisation dans la procédure électorale? Est-ce qu'il y a de la moralisation dans la procédure budgétaire? Vous savez comment on vote le budget? Il faut moraliser les procédures budgétaires, procédures électorales. C'est ça l'ajustement politique. Il faut l'ajustement économique. On a effacé la dette, on a fait... L'ajustement économique ne suffit pas. Il faut un ajustement culturel, un ajustement politique, un ajustement économique, etc., etc. Donc, cet ajustement qui vont faire ça, c'est nous qui devons faire ça. À partir des intérêts nationaux, c'est cela. Le PPTE, ne croyez pas c'est pour vos intérêts. C'est pour de grandes commissions au niveau des agents de FMI, les agents de la Banque mondiale, des grosses commissions. Ce n'est pas un ajustement économique pour nous. La preuve, on a effacé la dette. Qu'est-ce que vous ressentez? Les ventres fonctionnent, ça va? Mais c'est leur ajustement à eux, ce n'est pas à vous. Le civisme, tel que je l'ai défini, c'est quoi? Le civisme est au-dessus de la politique. Pourquoi? Parce que le civisme se définit par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. Et quel est l'intérêt supérieur de la nation? C'est l'existence du Congo comme indivisible et comme lieu de production de richesses. Je tombe maintenant sur la question militaire, la guerre. Il y a deux facteurs importants dans la stratégie pour faire la bonne guerre. Deux choses. Un, la manœuvre de retraite. Aucun pays occidental ne peut faire la retraite de 1000 km. Aucun pays occidental. Du moins, vous prenez l'Europe. Aucun pays ne peut faire la retraite on appelle ça la manœuvre de retraite. Aucun pays, la France, vous prenez la Belgique, aucun ne peut faire la retraite, c'est-à-dire faire la manœuvre pour attirer l'ennemi à l'intérieur. Mais on attire l'ennemi à l'intérieur, pourquoi? Pour qu'il arrive à ce qu'on appelle le point maximum de l'offensive. Regardez le Rwanda. Le Rwanda essaye de prendre l'avion jusqu'à Kitona ou à Kinshasa. Qu'est-ce qui arrive? Il se coupe de ses lignes de communication et se coupe de ses bases arrière. La technique, c'est quoi? Nous avons une profondeur qui peut attirer quelqu'un jusqu'à 3000 km et vous vous coupez de toutes vos ressources. La Russie, c'est comme nous. Elle a été crainte par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre la Russie de par son étendue avec des règles de guerre classiques. C'est impossible. Pourquoi? Parce que, ils ont la capacité de manœuvre de retraite. Ils ont la profondeur géographique. Nous l'avons. Mais si vous vous coupez, le Katanga se coupe. Il va perdre cet élément fondamental qui est à la base du civisme. C'est-à-dire défendre la profondeur géographique comme l'élément fondamental pour gagner toutes les guerres. Ça se fera comme ça. Puisque quand nous faisons la retraite, qu'est-ce qu'on fait? Nous enlevons toute la richesse qu'il y a. Quand ils viennent, ils trouvent les ruisseaux sont empoisonnés, ils trouvent les cossettes de manioc sont déterrées, emportées. Ils n'ont rien. Chaque fois que nous nous retirons, nous vidons les lieux. Nous nous retirons, nous vidons les lieux. Au point où ils se fatiguent sans combattre. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est l'élément stratégique fondamental qui pose même la question du civisme, c'est-à-dire défendre l'espace géographique. C'est important. Si vous l'émiettez, vous devenez impuissant politiquement. C'est un élément fondamental de puissance. Pourquoi l'IRSS est tombé, c'est plus une puissance? Vous savez pourquoi? Ce n'est plus dans le G8, n'est-ce pas? C'est où? C'est dans le G20. Pourquoi? L'espace. C'est l'élément fondamental. La deuxième chose, c'est la profondeur historique. Vous savez, les États-Unis,
qui se définissent comme nos ennemis à cause de notre espace. Théoriquement et stratégiquement, il y a la deuxième chose, c'est la profondeur historique. Mais nous avons tellement de ressources dans nos traditions, je vous raconte rapidement quelque chose. Quand les ex-phases fouillent le Rwandais, ou fouillent, si vous voulez, la rébellion qui arrivait, ils étaient désarmés de temps en temps par les Maï-Maï. Mais les Maï-Maï faisaient quoi? Ils utilisaient les fétiches de chez eux. Vous comprenez? Mais je vais vous donner mon point de vue sur les fétiches. C'est-à-dire, la profondeur historique, c'est aussi une richesse importante à utiliser dans la guerre. Les Américains n'ont pas la profondeur historique de l'Afrique. Ils n'en ont pas. Vous savez, les gens disent qu'on a connu des problèmes avec l'esclavage. Non, le premier grand problème de l'Afrique, c'est la désertification. Il fallait délocaliser toute une civilisation et on l'a délocalisée. Cette civilisation est délocalisée et on considère que le Bantou peuple le nord du Nigeria jusqu'en Afrique du Sud et la migration a fait 50 ans. C'était quoi la délocalisation de la culture? C'est la profondeur historique qui nous a gardés comme ça. Qu'est-ce qui fait que le Congo existe? C'est notre profondeur géographique et notre profondeur historique. C'est très, très important. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les Américains déclarent leurs ennemis, l'axe du mal, vous connaissez? Vous connaissez l'axe du mal, n'est-ce pas? Mais les Congolais ne déclarent jamais leurs ennemis. Pourquoi? Dans la guerre, la première chose, c'est l'industrie. L'industrie de l'armement. Mais nous, on va faire la guerre avec quel genre d'industrie? Mais commencez par l'industrie militaire traditionnelle. Vous savez que tous les villages, là, du Bas-Congo, Équateur, partout, on fait des armes. Est-ce que vous le savez? Des armes traditionnelles, ça se fait. J'ai dit à quelqu'un une fois, mais on viole nos femmes, on viole nos mamans, on viole... Vous connaissez pourquoi on les viole? Parce que les objectifs d'une guerre, l'objectif ultime, c'est détruire les ressources morales. Si on viole vos mamans devant vous et vos sœurs devant vous, les villages vont encore exister. Mais c'est cela. Quand on a détruit les ressources morales d'un peuple, on a atteint les objectifs ultimes d'une guerre. C'est cela. C'est pourquoi il suffit de les violer et en public, devant leurs enfants. Vous avez encore 5 minutes. Ok, devant leurs enfants, devant leurs maris, tout le monde, est-ce que les villages vont encore exister? Vous allez regarder votre maman dans les yeux. Les ressources morales, quand ces ressources sont atteintes, c'est terminé. C'est l'effondrement social. Lorsqu'on nous enlève à nous Congolais notre fierté d'être Congolais, on nous inculque la peur et la terreur. L'objectif, c'est quoi? Mais ce sont là les objectifs de la guerre. Puisque ce qui importe dans la guerre, c'est la détermination morale que nous avons. C'est ça le civisme. Le civisme va nous aider à reconstruire l'ensemble de nos disciplines à partir des intérêts locaux. Et les intérêts locaux, c'est notre espace géographique indivisible, non balkanisé. C'est parce que les gens ne connaissent pas l'espace comme ressource première dans la conquête du pouvoir que justement, ils croient qu'on peut jouer avec. À ce moment-là, nous sommes au-dessus de toute politique partisane. Nous pouvons nous mettre ensemble dans un mouvement civique autour de l'intérêt supérieur de la nation, qui est quoi? Son espace indivisible. Pourquoi? C'est le lieu de puissance, de la construction de puissance de l'avenir. Voilà le but et le leitmotiv d'un mouvement civique national, fondé sur un civisme. Civisme, comme je vous l'ai dit, je vous donne un autre exemple. Luther King, vous connaissez, n'est-ce pas? Mais la société est moralement brisée. Pourquoi il y a apartheid? Les Noirs ne peuvent pas, quand ils sont dans les bus, quand le Blanc est debout, lui ne peut pas s'asseoir dans le bus. Parce que la société est moralement comment? Brisée. Mais au nom de l'unité foncière de l'Europe, des États-Unis, on lance le mouvement civique. Le mouvement civique pour dire quoi? Nous tous, nous sommes égaux. À ce moment-là, est-ce qu'on est au-delà de la politique régnante? Mais justement, même la Cour suprême, à ce moment-là de l'Amérique, était moralement en deçà du civisme. Le civisme se place. Mais regardez la Cour suprême de justice chez nous, aujourd'hui. Chez nous, comment ça fonctionne par rapport aux élections? Le civisme, ce sera un mouvement au-dessus parce qu'un mouvement moral
un mouvement civique de reconstruction nationale de l'ensemble des institutions, en commençant par les institutions de la justice. Je vais vous lire quelque chose très rapidement, vous allez voir. Quel est l'état de notre armée aujourd'hui? Je suis en train de citer d'ailleurs. Tous les intellectuels, comme Mobutu l'a fait, ont été mis dans les SARM. SARM, vous connaissez, c'est Service d'action et de renseignement militaire. Tous les intellectuels militaires qui venaient de Bruxelles, des États-Unis, la plupart étaient là. Mais sa garde, la division présidentielle, était composée de la tribu Ngwandi. Et la même chose jusqu'à aujourd'hui, ok? Quand vous allez dans des institutions spécialisées telles que DEMIAP, vous allez trouver les grands militaires, intellectuels, mais la garde, la GSSP est une formation tribale. Ça, ce n'est pas une armée professionnelle. Ce n'est pas fondé sur le civisme. Ce n'est pas fondé sur l'intérêt national, c'est-à-dire l'unité foncière, géographique et historique du pays. Donc, les sciences coloniales continuent à travers l'organisation même de l'armée. Je vous donne un exemple. Qui dirigeait les SARM dans les années 86? C'était Mayele. Mayele est allé avec SARM jusqu'où? Jusqu'à Kigali. Jusqu'à Kigali. Ils sont allés jusqu'à Kigali, mettre de l'ordre à Kigali. Mais justement parce que c'était une unité d'action avec des gens intelligents, etc. Mais la GSSP ou la division présidentielle, c'est un organe pour surveiller l'état personnel, un état personnel individualisé. Depuis Léopold II jusqu'à aujourd'hui, la garde prétorienne, c'est pour garder quoi? L'état personnel, c'est-à-dire l'état d'un individu. Depuis Léopold II, c'est la même chose, jusqu'on passe par Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, parce que la garde rapprochée est tribale, donc non rationalisée par rapport au civisme, aux intérêts supérieurs de la nation. Alors, à ce moment-là, comment on peut faire la guerre? Notre guerre, elle est défensive. Je vous ai parlé de la guerre de dissuasion, elle est défensive. Mais comment on peut la faire sans unité foncière de la nation autour de l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire l'indivisibilité de ces pays, c'est-à-dire la non-balkanisation. C'est le point de départ du civisme. Comment on va construire le civisme? C'est le civisme qui est le mouvement que nous créons aujourd'hui, c'est-à-dire nous situer au-delà de la politique et de l'impolitique. Ça, c'est le terme du prof Mokoka. L'impolitique, c'est quoi? On fait du tribalisme, au lieu de faire la négociation, il n'y a aucune négociation. Pourquoi? Parce que on n'a plus envie, on ne fait plus la politique. Alors, je vous donne des statistiques rapidement pour terminer. L'état des lieux de notre armée, 40% d'analphabètes. Les militaires de rang, 40% d'analphabètes. OK? Dans les rangs des officiers et sous-officiers, 1% des officiers qui ont fait les diplômes d'études supérieures et les doctorats. 1%. On peut faire une armée avec 40% d'analphabètes. D'où notre pétition. La pétition veut quoi? Autour du processus DDR, de mobilisation, etc., réinsertion, qui brasse, la plupart sont des illettrés, il faut un nouveau recrutement frais des gens qui fonctionnent. M. Freddy l'a dit, c'est l'intelligence qui sera la denrée rare de l'avenir. Donc, à part DDR qui est plus ou moins bloqué d'ailleurs, il faut lancer ce que nous avons dit. 1. Les services militaires obligatoires. Ça demande une pétition de 100 000 Congolais qui ont signé. À ce moment-là, nous imposons ça aux institutions. Ça va commencer à être signé aujourd'hui pour exiger, à part le DDR, un processus de recrutement des gens qui fonctionnent dans la tête. Je n'injurie personne, hein? C'est-à-dire faire le recrutement paramilitaire. Il y aura des services paramilitaires, ça veut dire tous ceux qui ont dépassé 18 ans doivent apprendre à se défendre de façon professionnelle. Et ceux qui sont avant 18 ans, nous exigeons à ceux qui soient incorporés dans l'armée pour un contrat. L'armée devient contractuelle. 5 ans. Et quand on a fini, soit on peut sortir, soit on devient réserviste, soit on peut continuer.
Donc, la pétition qui sera sous-tendue par le mouvement que nous voulons mettre en place, c'est-à-dire le mouvement civique national fondé sur l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de la nation, qui veut dire l'unité de l'espace géographique, qui est notre socle de puissance, donc au-dessus de toute politique et toute impolitique. Cette pétition sera faite autour de 2 éléments. 1, service militaire obligatoire à 18 ans. Tous qui ont dépassé 18 ans, ils vont entrer dans la formation paramilitaire pour défendre notre nation. Et 3e élément, pour faire la République, tous les instituts supérieurs avec nous, comme nous sommes là, un appel de fonds. 1000 francs ou plus. 1000 francs ou plus, vous vous inscrivez. Le pasteur qui est là et l'abbé qui est là, ils vont gérer ces fonds. L'abbé Jacques, le pasteur Nassiama vont gérer ces fonds. Ils vont faire la déclaration, 1000 francs ou plus, et ils vont vous donner les comptes bancaires dans BCDC. Ici, vous donnez 1000 francs ou plus et vous adhérez au mouvement. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Avant qu'on entre dans le débat, je voudrais d'abord intervenir sur quelque chose. Je pense que le prof a relevé qu'il y a certains profs qui disent que derrière tout ce que nous faisons, il y aura la mort d'homme. C'est ça un peu le travail. On travaille sur notre imaginaire. Vous savez, on nous a imposé cette guerre pour nous affaiblir. Et nous sommes le seul pays en Afrique noire qui avons connu des assassinats politiques. On a tué Lumumba, c'était pour dire à tous les Congolais, si vous levez votre tête, on vous tuera. On a tué Mzee, pour dire à tous les Congolais, si vous levez encore la tête, on va vous tuer. On a tué Kadhafi, pour montrer aux Africains, celui qui va encore parler va suivre Kadhafi. Et notre frère Gbagbo est en prison, humilié. C'est un travail de sape. Il ne faut pas avoir peur. Je voulais vous parler de Lumumba. Si Kennedy était arrivé au pouvoir avant le 17, Lumumba ne serait pas mort. Et aujourd'hui, il y a des archives qui démontrent que si donc Kennedy a pris le pouvoir le 20 janvier, et le 17, on a tué Lumumba. Qui a tué Lumumba? Ce sont des Belges. Parce qu'on pouvait récupérer, Lumumba serait sauvé par Kennedy. Là, il y a des documents. Ça prouve que nos amis européens, pas tous, jusqu'à présent, ils ont une autre vision sur nous. Nous traumatiser, nous imposer cette guerre, tellement qu'on est riche, et il faut vous mettre en tête, personne ne veut que nous soyons stables. On entretient, tous nos voisins entretiennent cette situation. J'ai parlé avec, après nos débats ici, j'ai parlé avec certains responsables diplomates. Ils m'ont dit, mais on a peur du Congo. Avec tout ce que le Congo a, le Congo sera arrogant. Donc on a intérêt à la mettre, à les mettre à genoux. Donc cette violence n'est pas un fait de hasard. Je pense que les psychologues qui sont là pouvaient facilement en parler mieux que nous. Ça traumatise, on perd des repères. Et vous verrez aussi la plupart des gens qui vous parlent, le Congo est très grand. Mais j'ai dit, Léopold était seul. Léopold a géré ce pays. La Belgique est petite. La Belgique a géré le Congo. Mobutu était seul. Mobutu a géré le Congo. Aujourd'hui, je pense que nous sommes le seul pays. Ça, il faut être fier d'avoir une diaspora de qualité à travers le monde. Nous avons des élites, mais qui sont désorganisées et puis éparpillées. Donc, on voit très mal aujourd'hui qu'on soit incapable de gérer ces beaux pays. Il ne faut pas désespérer. Je voudrais ajouter à ce que le prof a dit, c'est toujours Clausewitz. Clausewitz, oui. C'est un stratège. Non, pas russe. Les Russes, hein? Plus, oui, c'est allemand. Il a écrit de la guerre. Mais il y a aussi un Chinois, Sun Tzu. Lui, il a écrit l'art de la guerre. Mais je voudrais vous lire qu'est-ce que
Sun Tzu, c'est pour vous soutenir dans votre argument. L'unité nationale était considérée par Sun Tzu comme l'une des conditions essentielles d'une guerre victorieuse. Vous comprenez pourquoi Mao, en faisant la révolution, a mis à genoux Chiang Kai-shek qui avait le soutien des Américains. Sun Tzu continue. Elle ne pouvait être réalisée que sous un gouvernement dévoué au bien-être du peuple et ne l'opprimant pas. Donc, ceux qui sont au pouvoir doivent comprendre, si demain nous voulons gagner tous, il faut l'unité du pays, il faut aller au-delà des intérêts partisans. Opposition, pouvoir, on se met d'accord, nous sauvons d'abord le Congo, nos querelles après. Donc, il faudrait que nos militaires congolais apprennent de la guerre, hein, qui est presque européen, mais aussi Sun Tzu, l'art de la guerre, qui est chinois. Mais avant qu'on entre dans les débats, je préfère donner la parole au pasteur qui va vous parler. Peut-être on n'est pas conscient de ce que nous faisons. Il n'y a pas un fait du hasard. Que ce Congo soit là où il est aujourd'hui, que nous soyons là, au centre et au cœur de l'Afrique. Ça signifie quoi? Quand vous prenez nos frontières, elles sont naturelles. Vous verrez, il y a le fleuve, vous verrez, il y a la forêt, vous verrez qu'il y a des montagnes, il y a des lacs. Et vous avez une colonne vertébrale qui est le fleuve Congo. Il n'y a pas d'effet du hasard. C'est vrai, nous sommes scientifiques. En matière de religion, on ne sait pas vérifier. Mais je préfère donner la parole au pasteur qui va nous lire le verset... ce verset chapitre 18 de Ésaïe. Ésaïe qui a... Nous, on n'a pas écrit cette Bible. La Bible est écrite par les anciens qui ont vécu avant nous. L'organisateur de cette conférence débat, où nous sommes en train de parcourir en quelques temps, nous avons suivi des éminents professeurs en train d'exposer certaines choses qui peuvent nous amener au point de comprendre exactement la démarche que nous devrions prendre en tant que Congolais et devant la situation qui est nôtre par rapport à cette idée, à cette tendance qui commence à prendre corps de balkanisation de notre pays. Et après eux tous, je crois qu'ici, nous voulons souligner un aspect spirituel très important. Pour nous dire d'abord, quand nous allons lire le chapitre 18 d'Ésaïe, vous allez voir ensemble avec nous qu'exactement, même dans la pensée de Dieu, la vision de Dieu pour l'homme, c'est la liberté. Dieu appelle l'homme à vivre la liberté. Et dans ce chapitre, il y a une coïncidence telle que quand vous pouvez vous représenter géographiquement, tel qu'on présente la situation ici dans ce chapitre 18, comme le frère a dit, effectivement, notre pays, le récit, au fait, a tendance à expliquer même la situation que nous traversons en